Plus de 2000 ans séparent le Paris d'aujourd'hui du petit bourg de Lutèce. Remontez le temps avec moi. En 4 épisodes, je vous emmène de la petite histoire de Paris à la grande histoire de France. C'est en 52 avant notre ère que les Romains s'attaquent au Parisis. Les soldats romains s'emploient à exercer de sévères représailles contre le peuple des Parisis, récemment rallié à un certain Vercingétorix. Mais ces légionnaires avancent mal dans les marais. Beaucoup se sont noyés. Les Gaulois, malgré leur improvisation, triomphent. Jules César a envoyé ses meilleures troupes sur les bords du fleuve. De cet affrontement historique pour Lucotessia, va naître la ville que nous connaissons. Embarquez avec moi pour cette fabuleuse aventure. Plus de 2000 ans qui ont fait Paris. Pour s'y rendre, rien de plus rapide que le métro. Le métro est une machine extraordinaire pour remonter le temps. C'est aussi une manière formidable de renommer l'histoire. Cité, Philippe Auguste, Châtelet, mais n'allons pas trop vite et remontons aux origines. Au tout début, lorsqu'il n'y avait qu'un fleuve. Un fleuve qui abreuve, qui nourrit et sur lequel on se déplace. Les Parisis, c'est une tribu gauloise venue d'Europe du Nord. En gros, c'est des Celtes installés sur les rives du fleuve. Et ce fleuve, dont on tire tant de bienfaits, il ne peut être qu'une divinité pour nos Gaulois. Aussi, on aime et on vénère la déesse Sequana, la Seine. Mais l'oppidum des Parisis, construit sur les rives de la Seine, était-il véritablement situé à l'emplacement du Paris d'aujourd'hui? Pas si sûr. Si pendant des siècles, les historiens ont répété que la ville des origines se situait sur l'île de la Cité, force fut de constater qu'on avait beau creuser et creuser encore, pas la moindre trace de la fameuse agglomération gauloise. Et pour cause, pour trouver la vraie ville gauloise, il faut suivre le cours de la Seine à quelques kilomètres de là. Il semblerait que c'est ici, dans ce vaste méandre, qu'est né Paris. Alors, bienvenue à Lucotessia, la ville gauloise. Nous devons la découverte de cette cité gauloise au chantier de construction du super périphérique parisien. En 2003, les travaux de l'A86 exhument les restes d'une importante ville. Au milieu des maisons, les archéologues ont identifié un espace vide entouré de fossés et de palissades. La présence d'une broche à rôtir et d'une fourchette à chaudron à cet endroit laisse à penser qu'il s'agissait d'une place réservée aux banquets pris en commun. L'implantation de Lutèce à Nanterre, dans la boucle fluviale de Gennevilliers, qui était bien plus accentuée qu'aujourd'hui, répondait à une double exigence. D'abord, une sécurité géographique, offerte par le fleuve et par le mont Valérien. Mais surtout, un double accès à l'eau, source de richesse et axe d'échange. Quel choc pour les Parisiens. Dire que les premières traces de la ville la plus importante des Parisis étaient enfouies dans le sous-sol de Nanterre. Mais revenons aux prémices de notre histoire. Depuis qu'ils ont dû battre en retraite dans les marais, les Romains, sonnés par la défaite, veulent leur revanche. Comment oser paraître devant César sans gloire et couvert de honte? Le général Labienus réunit ses officiers et les exhorte au combat. Nul renfort ne peut être espéré. C'est à nous d'écraser les Gaulois, légionnaires. Triompher des barbares pour la gloire de l'Empire. Rome vous couronnera de lauriers. Dans le camp gaulois, la joie de la victoire efface la douleur et la peine du combat. Mais ils ignorent que les Romains galvanisés contournent le marais et préparent une deuxième offensive, s'emparer de la cité est leur obsession. Pour Camulogène, le vieux chef gaulois,
Il est impensable de livrer l'oppidum. Comment s'y résoudre, après s'être tant battu pour son indépendance? Mettez le feu à nos 2 ponts sur la Seine. Mettez le feu à vos maisons. Camulogène, le grand militaire, se résout à l'inimaginable. Au petit matin, Lucotessia n'est plus. Il ne reste rien, mais la cité reste gauloise, jusqu'à s'y consumer. La ville est réduite en cendres. Pourtant, peu après, non loin de ces décombres, se joue l'affrontement final pour un bien curieux enjeu. Posséder une ville qui n'existe plus. Les légions romaines défient encore les opiniâtres gaulois, sur la plaine de Garanella, au bord de la Seine. Le choc est épouvantable. Le sang coule et abreuve la terre. Les Romains, face à l'armée gauloise, les attaquent aussi par derrière. Ils leur interdisent dès lors toute retraite. Le combat tourne au carnage, tandis que s'élève la longue plainte des blessés de la plaine de Garanella. Au soleil couchant, au milieu de flèches et javelots brisés, gisent des milliers de cadavres gaulois. Parmi ceux-ci, Camulogène, mort les armes à la main jusqu'au bout, pour une Lutèce déjà détruite. Plus tard, on baptisera la plaine de Grenelle Champ de Mars. Le champ de la guerre. Et c'est à cet endroit, au milieu des restes gaulois, que se dresse aujourd'hui la Tour Eiffel. Pour moi, la Tour Eiffel est un monument à la gloire de ces guerriers du passé. Bientôt, la bataille d'Alésia aura définitivement raison de la résistance gauloise. Et Vercingétorix, leur chef, mourra étranglé dans une prison romaine. Dans la Gaule désormais conquise, les Romains veulent reconstruire Lucotessia. Mais on s'interroge. Pourquoi ne pas opter pour un nouvel emplacement beaucoup plus favorable? Car près du Champ de Mars, où les Romains ont remporté la victoire, se trouve un chapelet de petits îlots, rendant le franchissement du fleuve plus facile. Et il se trouve que sur l'îlot principal, protégé par de vastes marécages, se dresse un temple dédié aux dieux gaulois. Alors les Parisis, incités par les Romains victorieux, viennent se regrouper autour de ce lieu de foi et de dévotion. Les îlots, bientôt reliés entre eux par des ponts, dessinent l'ébauche d'une agglomération nouvelle. Ce ne sera plus Lucotessia, agglomération gauloise, mais Lutèce, ville gallo-romaine. Elle émerge, lentement, de cette langue de terre perdue au milieu des eaux, qui sera un jour l'île de la cité. Comme par le passé, les Parisis vivent du fleuve et par le fleuve. Les nouveaux Lutétiens réclament aux voyageurs qui veulent franchir leur pont ou passer avec leur barque d'acquitter des droits de passage. Plus tard, la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, elle tangue mais ne coule pas, se voudra l'héritage de ce lien originel et nécessaire avec le fleuve. Mais la ville s'étend inexorablement, déborde sur les rives, monte vers les collines, et elle va insensiblement s'éloigner de la Seine, le fleuve nourricier. L'incendie de Lutèce et la défaite d'Alésia signèrent la mort d'une culture indépendante. Tout un mode de vie, avec ses traditions, ses légendes, ses croyances et sa langue, fut bouleversé. Et une autre langue, une autre culture, allait naître de cette coexistence forcée entre Gaulois et Romains. Un jour, la France émergera de cette mixité. Pour les Gaulois, un monde nouveau apparaît au IIe siècle. Un monde apaisé. Nous entrons dans la plus longue période de paix qu'ait connue Paris, près de 300 ans. Et la ville qui se construit avec les Parisis est façonnée par le génie romain. Les Gaulois occupent les îlots posés sur la Seine,
Les Romains occupent la rive gauche. Ils ont le regard fixé vers le sud. Et cette place d'Italie se situe sur la route qui mène à Rome. C'est la Via Romana. La Via Romana relie la Gaule à Rome en passant par Lyon. Et cette route des Romains, des Italiens, deviendra à cet endroit la place d'Italie. En ce IIe siècle, Lutèce est le lieu de tous les plaisirs. La ville est devenue un carrefour d'échanges économiques et culturels entre Rome et les Gaulois. On s'y amuse, on s'y distrait. À Lutèce, la concrétisation du changement se marque dans la pierre. Le siècle qui s'ouvre présente une ère inattendue de paix, de conciliation et de construction. Et le voyageur a immédiatement le regard attiré par une construction gigantesque. L'amphithéâtre. Dressé sur le plat, entre la colline et le fleuve, un peu à l'écart de la ville, il offre un visuel étonnant à tout spectateur. Il suffit de franchir l'une des deux larges entrées pour s'en faire une idée. Attirés par le spectacle, Gaulois et Romains se mêlent aux arènes de Lutèce pour assister à des tragédies, des comédies et des combats. Quant au confort, il est excellent. Une toile est tendue au-dessus des gradins pour épargner aux spectateurs les rigueurs du soleil ou le désagrément d'une averse. Assis sur ces gradins, en arc de cercle, cet amphithéâtre, le plus beau et le plus riche de toute la Gaule, est constitué de pierres sculptées, de colonnes couvertes de tuiles, de statues offertes à l'adoration des dieux. Et quelle maîtrise technique! Des niches creusées dans le mur au fond de la scène favorisent une parfaite acoustique. Les combats de gladiateurs et de bêtes sauvages ont depuis toujours les faveurs du public. Et le meilleur, c'est quand les gladiateurs sont disposés à s'entretuer. Le public admire le courage et l'habileté de ces superstars. Les gladiateurs viennent d'horizons divers, hommes libres ou esclaves, car dans l'arène, seul compte la valeur du combattant. Les plus illustres gagnent la gloire, d'autres la liberté. Les perdants n'y gagnent que la mort. En l'an 280, les arènes de Lutèce seront détruites lors des invasions barbares. Et le temps fit son œuvre. Longtemps on crut que tout avait disparu, qu'il ne restait plus rien de ces arènes. Mais non, elles vont savoir réapparaître et s'imposer dans le paysage parisien. En 1860, lors du percement de la rue Monge dans le 5e arrondissement, les ouvriers tombèrent sur des restes bien étranges. Ils mirent au jour d'antiques travaux de maçonnerie. Quelques années plus tard, des recherches s'étendent plus au sud, sur un terrain que la Compagnie Générale des Omnibus destine à la construction d'un dépôt de tramway. Et les fouilles vont révéler les arènes de Lutèce. Mais la municipalité ne s'inquiète guère de cette extraordinaire découverte. L'important est de créer une rue droite et large. Dans cette folie de construction et de remaniement, qui se soucie de préserver quelques vestiges antiques? Hélas, une partie fut bel et bien livrée aux pioches des démolisseurs. C'est toutes les arènes qui risquaient d'y passer. C'est alors que Victor Hugo intervint. En 1883, l'auteur de Notre-Dame de Paris adresse une lettre au conseil municipal de la capitale. Il n'est pas possible que Paris, ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. C'est un monument unique. Il n'a pas tort. Dans l'Antiquité, les arènes de Lutèce sont un des plus impressionnants amphithéâtres de la Gaule, capable d'accueillir 17 000 spectateurs. La scène de théâtre, élevée sur un podium, fait plus de 41 mètres de longueur. Et c'est au centre, sur son immense piste de forme elliptique de près de 53 mètres par 47, que les plus acharnés combats d'hommes et d'animaux se livrent. Aussi Victor Hugo conclut ainsi. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Le maître avait parlé. Le conseil municipal vota les crédits nécessaires pour l'aménagement d'un square dans les arènes. Et la promenade fut ouverte au public en 1896. À Lutèce, les Gaulois changent de costume et de coutume pour adopter les mœurs des vainqueurs. Dans le même temps, ils abandonnent leur frêle hutte au toit de paille qui les protégeait dans leur ancien oppidum. Car dans la nouvelle Lutèce, on construit solidement, richement parfois.
Et les Gaulois ne veulent pas laisser les Romains construire seuls la nouvelle ville, bien au contraire. Ils participent activement à la construction des plus beaux monuments. Finalement, voilà les Gaulois qui se romanisent, par le fait qu'ils n'habitent plus dans un oppidum dans lequel on se regroupe provisoirement par nécessité, mais dans une ville dans laquelle on se fixe définitivement. On se sédentarise à la romaine. Chacun a ses quartiers. Les Gaulois habitent sur l'île de la Cité, les Romains sur la rive gauche. Mais tous se retrouvent dans les lieux de détente et de divertissement qui sont communs. Romains et Gaulois courent aux thermes. Ah, les thermes, quintessence du luxe et du confort. L'établissement de bain le plus important date de la fin du IIe siècle. Il s'agit des thermes de Cluny que nous pouvons encore admirer. Ces thermes d'influence romaine portent néanmoins l'empreinte gauloise. Et comme l'édifice a défié le temps, il suffit d'y regarder de près. Ouverts le plus souvent à tous et gratuitement, ces thermes constituent alors un espace de détente et de loisirs. C'est un point de rencontre et un lieu d'hygiène. Le bain pour les Romains est une nécessité, un luxe que nul ne peut se refuser, quelle que soit sa condition sociale. Après un peu d'exercice physique, on passe volontiers de la salle tiède, le tépidarium, à la salle chaude, le caldarium, puis à la salle froide, le frigidarium, et enfin à la salle de repos où on se retrouve entre amis. On joue au dé, on lit, on s'y restaure, on peut même y traiter d'affaires, mais avant tout, on s'y délasse. Ces termes sont évidemment d'influence romaine, mais on aurait tort de n'y voir qu'une pure implantation de l'occupant sur une population. Les Parisiens ont participé eux-mêmes à la construction de l'édifice qui a défié le temps. Les Parisiens étaient conscients de prendre leur destin en main. Ils supervisaient eux aussi la construction et la gestion de la ville. C'est sûrement dû à cette vitalité que Lutèce est devenue Paris. Gaulois et Romains se sont donc unis pour construire Lutèce, pour construire une ville de luxe et de volupté. Ces termes, qui leur étaient si chers, ont traversé le temps. Elles ont été utilisées jusqu'à la fin du IVe siècle. 300 ans de bain à la mode romaine. Mais les thermes n'ont jamais cessé d'être occupés. À la fin du XVe siècle, la construction de l'actuel hôtel de Cluny inclut une partie des vestiges anciens. Ils deviennent alors la propriété de l'abbaye de Cluny et les abbés utiliseront certaines salles comme réserve de fourrage. Il faudra attendre 1819 et la volonté du roi Louis XVIII pour que les bains soient dégagés et enfin rendus à la curiosité des Parisiens. En passant sur le boulevard Saint-Michel, on peut apercevoir les vestiges des murs du caldarium avec sa voûte effondrée. Pénétrons maintenant dans le frigidarium. La fresque en hommage à la corporation des Nautes nous observe. Ce frigidarium forme un espace en forme de T qui se déploie sur une superficie d'environ 250 m² et semble dominé par une voûte qui culmine à 14 mètres. C'est grand, c'est confortable, c'est impressionnant, c'est à la romaine. Les restaurations menées au début des années 2000 ont permis de mieux connaître les lieux. On a ainsi pu comprendre les jeux de lumière et les agencements de couleurs. Les sous-sols nous font entrer dans les coulisses. C'est ici l'envers du décor. La machinerie de ce théâtre d'eau, avec ses réseaux hydrauliques et ses égouts. Et puis, après avoir goûté au charme des thermes, les Lutétiens remontent un peu plus haut et gravissent notre montagne Sainte-Geneviève. Ils pénètrent alors dans le Forum, centre vivant et animé de la ville gallo-romaine. Il s'agit d'une vaste esplanade entourée d'un portique à colonnes. Le mur d'enceinte est bordé sur deux côtés par une galerie couverte sous laquelle se succèdent des boutiques. Et les Lutétiennes qui n'ont pas changé viennent ici faire du shopping. Le Forum est aussi un espace public. Il sert à des cérémonies officielles et religieuses. Et l'on aime s'y retrouver. Sa place de 60 mètres de long s'y prête bien. Elle est en plus bien située, proche du temple comme des tribunaux. Quant au Forum, il subira, hélas, les exigences des hommes et des époques. Son souvenir repose aujourd'hui au 61 boulevard Saint-Michel, dans l'accès au parking Vinci.
Un morceau du mur d'enceinte de ce forum a été conservé. Maigre consolation. Sur l'île de la Cité, l'extension de l'agglomération est limitée. Sur la rive gauche, en revanche, on peut gagner de l'espace. La voie principale est le Cardo Maximus, qui traverse la ville du nord au sud. C'est le nerf de l'agglomération, sa colonne vertébrale. Tout ce qui va à Lutèce passe par le Cardo, tout ce qui part de Lutèce passe par le Cardo. Cette rive gauche inspire les architectes romains. Ils se lancent dans l'aventure avec enthousiasme. Ici, on travaille la pierre avec talent. Cette Lutèce-là n'a rien d'une cité gauloise. Elle bénéficie du confort moderne. À la mode romaine, un bassin est construit à une vingtaine de kilomètres au sud. La pente douce d'un aqueduc apporte enfin l'eau dans les beaux quartiers de Lutèce. C'est une nouveauté. Les Gaulois, désormais, n'ont plus besoin de s'abreuver directement à la Seine. En dépit de l'implication gauloise, l'architecture urbaine reste typiquement romaine. Des rues rectilignes se coupant à angle droit. En un siècle d'existence, la ville est devenue une cité fort courue et très peuplée. Près de 10 000 habitants se sont établis sur l'île de la Cité et la rive gauche. Sur la rive droite, en revanche, il n'y a pas grand-chose. Tout au loin, sur une colline qui sera notre futur Montmartre, se dresse un petit temple et quelques modestes habitations placées sous la protection des dieux. Les barbares vont-ils observer de loin cette opulence ? Les dieux romains et gaulois pourront-ils longtemps résister à une petite secte très virulente qui veut imposer une foi nouvelle ? Après une longue période de paix, la Gaule est menacée par une vague de migration. L'Empire romain entre dans une période troublée. Et le christianisme qui se répand contribue à fissurer une unité bien difficile à maintenir. Au milieu du IIIe siècle, Lutèce est devenue une ville importante. Suffisamment pour que l'on songe à venir évangéliser sa population. Car ici, on adore encore majoritairement Toutatis et Jupiter. Dieux gaulois et dieux romains sont honorés sur les mêmes autels. Et ça donne un cocktail assez réussi. Mais en Italie, un évêque d'une grande ferveur religieuse brûle de répandre la foi chrétienne. C'est un certain Dionysius, que nous appelons Denis. Prêt à transmettre l'évangile, à convertir, il implore au pied de l'évêque de Rome une mission de catéchisation. Les persécutions envers les chrétiens le tourmentent. Il est question de torture en public. On reproche aux chrétiens de s'écarter de l'ordre social, de ne pas sacrifier aux rites de la religion romaine. Notre évêque de Rome a donc mieux à faire que de répondre à un exalté. Du coup, il croit se débarrasser de l'importun en lui assignant une mission difficile, convertir les Gaulois et qu'ils se débrouillent avec ça. Car ces gens-là, c'est bien connu, se montrent rétifs à tout changement. Ils s'accrochent obstinément à leurs vieilles idoles. Motivé, Denis et deux compagnons entrent à Lutèce vers 250. Ils restent effarés par ce qu'ils voient. Un peuple qui s'abandonne au plaisir et honore de faux dieux. Ils offrent même des sacrifices d'animaux à des statues de pierre. Mais le danger guette. À Lutèce aussi, les chrétiens sont persécutés. Une petite voie droite du 5e arrondissement. Une rue qui semble assoupie dans un sommeil provincial. Et cet immeuble qui fleurbon le modernisme des années 60, que vient-il faire dans notre histoire? Une entrée de parking, sombre, banale, discrète. Sous les voitures bien rangées, un escalier de pierre nous conduit au passé. En descendant les marches, on croit remonter les siècles. Et nous pénétrons dans la première cathédrale de Paris. Dans ses profondeurs, en ces lieux souterrains transformés par la piété des hommes, Saint-Denis prêcha en secret la foi du Christ. Et puisque Saint-Denis fut le premier évêque de Paris, l'église clandestine dans laquelle il catéchisa dès l'an 250
fut bien la première cathédrale de la capitale. Des siècles de dévotion ont ici révéré le souvenir du saint. Au tout début du XXe siècle, des religieuses priaient encore sur l'autel maintenant abandonné. Mais la statue du saint décapité reste encore, témoin muet de la dévotion qui imprégna cet endroit. Le principe d'un Dieu unique et la pratique d'un culte simple séduisaient d'autant plus que la foi chrétienne offrait la perspective d'un salut dans l'au-delà, bien meilleur après la mort. Et c'est dans l'obscurité de cette cave que s'est bâtie au IIIe siècle une partie de l'avenir du christianisme. Imaginez, autour de Denis, des familles gauloises et romaines regroupées, tremblantes. Elles se sont résolues au baptême secret, malgré les menaces réelles de persécution. La pratique du culte de cette église primitive est d'une grande simplicité. Les fidèles se réunissent dans une cave ou dans la maison de l'un d'entre eux. On y accueille les nouveaux convertis en les baptisant. On y pratique un repas fraternel, l'Eucharistie, au cours duquel on communie. On y dit des prières. Bienvenue dans notre cathédrale, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Lorsque Denis parle, dans sa cathédrale souterraine, il convainc. Animé par la profondeur de sa foi, il cherche à éveiller une conscience spirituelle, un amour du Dieu unique qui conduira le croyant sur le chemin de la félicité. Et peu importe le lieu où il prêche, puisque le monde entier est l'ouvrage de Dieu. Par ce baptême, ces hommes et ces femmes vont rejoindre la famille de Dieu. Ils entrent dans la communauté chrétienne. Par le baptême, les péchés sont pardonnés et l'on reçoit le don de l'Esprit en s'unissant au Christ mort et ressuscité, symbole d'une vie nouvelle. Intégrés dans la communauté formée, les nouveaux baptisés se doivent d'aider les plus démunis. À cet endroit, une basilique s'élèvera, puis un village qui portera le nom de notre saint, Denis. Le chemin emprunté par Saint-Denis s'appellera la rue des Martyrs, et la colline où il a trépassé est devenue le mont des Martyrs, autrement dit, Montmartre. En 1133, Louis VI y fonda une abbaye bénédictine, véritable lieu de dévotion pour les pèlerins nombreux à vouloir emprunter les pas de Saint-Denis. L'abbaye, hélas, fut saccagée pendant la Révolution, et les nouveaux persécuteurs s'en prirent à leur tour à la dernière mère supérieure qui n'avait pu s'enfuir. À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain s'est fragilisé aux frontières. Sur les bords de la Seine, des hordes de barbares germains déferlent. La partie de Lutèce étendue plus amplement sur la rive gauche en fait une cible de choix. Le quartier est trop excentré et trop exposé. La ville se recroqueville sur l'île de la Cité, déjà protégée naturellement par le fleuve. Et on décide qu'elle saura l'être encore mieux si on y ajoute une enceinte fortifiée. On traîne de lourds blocs de pierre. Tout élément est bon à s'intégrer au rempart impressionnant qui enserre Lutèce. Lutèce est à l'abri, protégée par sa nouvelle fortification. Derrière moi, la station de métro Saint-Martin. Eh oui, Saint-Martin, une station de métro, en fait pas vraiment. Elle est fermée depuis 1939. Et aujourd'hui, elle est gérée par l'Armée du Salut. Ces quais sont réservés à l'accueil des déshérités durant l'hiver. Les SDF peuvent ainsi y passer la nuit et trouver refuge et un peu de chaleur. Donc par la grâce de cette station désaffectée, les sans-abri se placent ainsi sous la bonne garde de Saint-Martin, un homme généreux qui se consacra aux pauvres et qui devint l'apôtre des Gaules du IVe siècle. IVe siècle, où la ville est certes protégée, mais n'est pas encore un centre de pouvoir. Une fois la Lutèce romaine dévastée sur sa rive gauche par les barbares qui se succèdent, on se demande
Que va devenir la ville? Va-t-elle finir par disparaître, trop faible pour résister? Mais non. À la pointe extrême de l'île de la Cité, une villa romaine se dresse comme un rempart. Un morceau d'Italie posé au cœur de la Gaule. En dépit de ses malheurs, la cité résiste. Dès le mois de janvier 358, Lutèce devient capitale. Le puissant Julien a été nommé empereur en Gaule par Constance, l'empereur de Rome. Et Julien adore Lutèce. Il aime la ville pour son île, proche et lointaine à la fois, accessible et isolée. Il aime la ville quand le fleuve se fait calme. Il aime la ville quand les eaux soudain tempétueuses se gonflent et viennent lécher les pans des maisons alignées sur les berges. Il aime aussi la ville quand il se balade à travers ses ruelles, quand les échoppes laissent déborder leurs grappes de jambon, de boudin, de tête de porc. Il aime toujours la ville quand les poissons fraîchement pêchés et les fromages s'alignent sur les étalages, quand les odeurs douces d'orge fermentée et de menthe s'échappent d'un atelier où l'on prépare la bière celte si appréciée des Parisis. Son pouvoir, Julien l'exerce depuis son palais de l'île de la Cité. Lutèce devient le centre du pouvoir. D'ici sont régentés de vastes territoires, de la Bretagne au nord et jusqu'à l'Espagne au sud. Entre batailles et expéditions, Julien vient se reposer à Lutèce. Mais dès qu'il le peut, Julien revient sur les bords de la Seine. Paris sera toujours Paris, c'est sûr. Mais à partir de quand Paris est-elle devenue Paris? L'empereur Julien s'obstine encore à appeler sa capitale Lutèce, à la manière romaine. Mais les habitants eux-mêmes appellent leur cité la ville des Parisis. L'identité de Paris émerge déjà. Le premier témoignage que nous possédons en ce sens est matérialisé par une borne romaine, datant de l'an 307. Cette borne a été découverte en 1877. À l'époque pérovingienne, cette borne a été réutilisée en sarcophage. Et dans les veines de la pierre apparaissent des inscriptions. Les lettres gravées n'indiquent pas Lutèce, mais bien Civitas Parisiorum, la ville des Parisis. Paris ou Lutèce? Peu importe. Julien et ses soldats adorent les bords de la Seine qu'ils ont pacifiés. Mais en 360, Rome leur ordonne de quitter ces doux rivages. Ils doivent s'en aller en Mésopotamie affronter les Perses. Mais les légionnaires se rebellent. Ils traversent la ville et promettent de ne jamais se séparer de Julien, leur véritable chef. Des manifestations dans les rues de Paris, on n'avait jamais vu ça. Les soldats ne veulent pas partir. Ils ne veulent plus subir les décisions du pouvoir central. Paris doit remplacer Rome et Julien doit devenir le seul maître de tout l'Empire. Julien Auguste. Par ce cri unanime, les soldats réclament Julien comme unique empereur. Bon administrateur et fin stratège, il a fait ses preuves au combat en repoussant les barbares. Devant tant de qualités, les légionnaires le reconnaissent comme seul chef légitime. Il doit emporter les attributs. Aussi demande-t-il à l'élu de ceindre le diadème. Mais quel diadème? Il faut le sacrer empereur à la place de l'empereur. J'ai cette plaque dorée qui embellissait le harnais de mon cheval. La voulez-vous? L'ornement d'un canasson, même en or, lui paraît indigne de sa grandeur. C'est alors qu'un centurion retire son collier torsadé. Et le pose d'autorité sur le front de Julien. Ainsi fut fait. Par ce simple geste, appuyé par toute l'armée de la Gaule, Julien est devenu empereur romain. Et Paris est devenu le cœur de l'Empire. De la résidence de Julien, il ne reste rien. Mais l'endroit est demeuré palais à travers les siècles. C'est aujourd'hui le palais de justice de Paris, et il reste un grand monument.
Tout comme la majorité de l'île, nous devons l'aspect du bâtiment actuel aux travaux du baron Haussmann, dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais avant cela, sous les Francs, le palais est devenu résidence royale. Véritable expression du pouvoir royal, le roi gouverne et rend sa royale justice en présence de ses conseillers. Et plus tard, Saint-Louis, réputé pour sa piété, ajoute au palais en 1248 la Sainte-Chapelle. Pour en revenir à notre empereur Julien, il n'a pas tellement eu l'occasion de profiter de son beau palais. Touché au foie par un javelot au cours d'une expédition contre les Perses, il meurt à l'âge de 31 ans, bien loin de sa chère Lutèce. Son successeur, Valentinien, va s'installer dans le palais de l'île de la Cité et promulguer des édits impériaux qui répandent partout le nom de Lutèce. Pour les Parisis, leur ville est devenue le centre du monde. Même le monde religieux ne peut ignorer Paris, et les grandes figures du christianisme se doivent de passer par là. Et c'est ainsi que durant l'hiver 385, Martin, évêque de Tours, s'arrête à Paris. Dans une Gaule qui a adopté le christianisme, l'ami des pauvres est un personnage important. Marqué par une vocation chrétienne dès son jeune âge, Martin de Tours est entré dans l'armée sans envie. Mais même en garnison, on peut servir le Christ. Il offre sa solde aux démunis, partage son chaud manteau avec un malheureux. Vers 20 ans, il abandonne ses fonctions militaires pour devenir ermite avant de fonder des monastères. Il n'aura de cesse d'évangéliser la Gaule pour distinguer les déshérités de ses bienfaits. Si bien que les habitants de Tours le voient en saint homme et le nomment évêque sans qu'il l'ait voulu. Pour autant, il ne change rien à ses habitudes alors que sa réputation grandit. Arrivé à Paris, l'évêque s'arrête devant un lépreux agenouillé. Le prélat ne voit qu'un misérable lépreux, au visage défiguré. Il s'approche du malheureux, se penche sur lui et dépose sur sa joue abîmée un baiser fraternel, avant de le bénir. Aussitôt, le lépreux est guéri et une légende vient de naître, la légende de Saint-Martin. Martin ne reviendra plus à Paris. Un oratoire sera construit à l'endroit de cette guérison miraculeuse. Puis s'élèvera une chapelle et enfin un important monastère. L'apôtre des Gaules continua d'accomplir des miracles. Sa vie est une suite de prodiges. Dans sa géographie, la ville moderne n'a pas effacé le souvenir du saint. La voie romaine du Nord, où jadis il guérit le lépreux, est aujourd'hui la rue Saint-Martin. Nous voici enfin sur la rive droite, à la station Louvre-Rivoli, et nous quittons le monde romain pour entrer dans l'ère des Francs. Venus du sud, les Romains ont naturellement privilégié le sud de Paris, la rive gauche. Les Francs venus du nord vont de la même manière développer le nord de la ville, la rive droite. Au 5e siècle, l'Empire romain agonise. Paris entre dans des temps nouveaux que l'on appellera plus tard le Haut Moyen-Âge. En cette période de mutation, Paris est à prendre, mais par qui? Childéric, fils de Mérovée, est un roi franc régnant sur un petit territoire au nord de la Gaule, dont le centre est la Belgique actuelle. Il occupe une position importante liée au pouvoir romain. Mais l'homme est ambitieux. Prendre Paris est pour Childéric l'occasion d'assurer sa lignée, celle des Mérovingiens. Depuis les grandes invasions, les 4 plus grandes tribus barbares, Visigoths, Burgondes, Francs et Alamans s'affrontent, en profitant de l'absence d'autorité romaine pour tenter de s'imposer et d'agrandir leur territoire. En 476, Childéric avance sur Paris avec ses redoutables guerriers. On tremble en répétant son nom, Childéric, qui signifie en francique « puissant à la guerre ». Avec ses hommes, le roi franc campe autour de la ville. Cet affrontement silencieux dure 10 ans. Childéric installe son camp retranché sur la rive droite de la Seine. Il dresse une haute tour de guet, un lover en langue franque, et de ce lover, nous ferons notre Louvre. Cette jeune femme de caractère, c'est Geneviève. Elle n'a rien du stratège militaire. Issue d'une grande famille gallo-romaine, c'est une humble chrétienne, abîmée dans une foi parfaite.
Elle sait que Dieu veille sur elle et sur le peuple. Armée de sa spiritualité et de sa bonté, elle dissuade Childéric d'entrer dans Paris. Cette folie entraînerait une guerre avec le général Syagrius, le dernier Romain à vouloir régenter la Gaule. Désormais, les Parisiens mettent toute leur confiance en Geneviève, celle qui a réussi à les protéger. Son charisme, sa foi chrétienne, son autorité et ses richesses lui permettent de prendre la haute main sur le destin de la ville. En 481, Childéric s'envole pour le Valhalla, le paradis des guerriers germains. Il laisse à son fils Clovis le soin d'achever son œuvre. Du haut de son lover, Clovis contemple la cité plantée au milieu du fleuve. Il compte faire de Paris une cité franque. Après avoir écrasé Syagrius et les dernières troupes romaines en Gaule, Clovis lève le siège de Paris. Geneviève, la pieuse chrétienne, accepte avec soumission l'autorité du païen Clovis. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix, obligée de céder devant la force des armes. Paris est dominé par Clovis et par une nouvelle culture, celle des Francs. Des Francs qui ont leur propre dieu. Mais au 5e siècle, le temps est à la christianisation du pays. À Paris, l'évêque Marcel va jouer un rôle essentiel dans la conversion de tout un peuple. Et pour retrouver la trace de l'évêque, il faut porter notre regard ici, au carrefour des Gobelins, à l'angle du boulevard Saint-Marcel. À l'époque, dans ces terrains hors les murs de la ville, les marais grouillent de bestioles plus ou moins sympathiques. Sous la vase des marais parisiens, un monstre impressionne les habitants. Leur imagination en fait un animal maléfique. L'évêque Marcel, peut-être particulièrement vigoureux ou alors très courageux, n'hésite pas. Pour démontrer la puissance du dieu unique, il assène 2 beaux coups de crosse sur la tête de la bête mystérieuse. Le monstre devient alors pour la légende pieuse un authentique dragon. Les païens, soulagés par le miracle accompli par Marcel, lui en attribuent généreusement d'autres et se convertissent volontiers, tant il a su être proche des petites gens. Canonisé pour avoir extirpé le mal du marais et libéré les riverains du monstre qui les menaçait, Saint Marcel devient le protecteur des habitants du quartier, lui qui savait si bien les rassembler. Et les habitants peuvent tout lui demander. À sa mort, en 436, l'évêque Marcel est enterré près de l'endroit où il a accompli son exploit. Très vite, on se précipite de toute la ville pour toucher le tombeau, demander la bonne fortune et la santé. Un oratoire est construit avec un petit autel. Certains fidèles vont même jusqu'à vouloir se faire enterrer à ses côtés. Peu à peu, se constitue le premier cimetière chrétien de la Gaule. Il n'y a hélas plus de traces visibles aujourd'hui, ni du cimetière, ni de l'oratoire. Mais reste en mémoire la vitalité des conversions que l'Église chrétienne lui doit. Clotilde, reine des Francs, se confesse et prie. Elle veut offrir à son païen de mari l'exemple d'une parfaite dévote. Elle trouvera satisfaction. D'abord, exhorté quotidiennement, Clovis finit par renoncer au panthéon des dieux germaniques. Et puis, satisfaction pour l'éternité, en vertu de son acharnement chrétien, Clotilde est canonisée. La reine devient sainte. Mais revenons à Clovis, qui accepte le baptême à Reims. Une cérémonie qui fera dans les siècles à venir les belles pages d'ouvrages édifiants et fixera le sacre que les dynasties successives adopteront en montant sur le trône de France. En 502, Clovis choisit de s'établir à Paris et s'installe dans le palais de la Cité. Une nouvelle histoire s'ouvre. Elle se prolonge jusqu'à nous. Avec le roi, toute une administration vient à nouveau occuper le palais et ses dépendances. De sa ville, Clovis peut contempler son œuvre. Il a conquis toute la Gaule, à l'exception de la Provence et du Roussillon. Il peut mourir en paix. En novembre 511, Clovis tombe brusquement malade et succombe. Que faire de la dépouille? On choisit de la garder à Paris. La présence du tombeau du premier roi chrétien rehaussera le prestige et la grandeur de la ville. Sainte-Geneviève et Clovis furent inhumés côte à côte sur le mont Lucotitius, notre montagne Sainte-Geneviève. Avec la conversion de Clovis, la royauté franque a gagné sa légitimité. Acceptée par le peuple gallo-romain et soutenue par l'Église, elle est devenue solide.
au détriment des autres royautés barbares qui, elles, disparaissent. Pourtant, nos ancêtres n'ont pas manifesté une grande vénération pour la tombe du premier roi chrétien. Elle a disparu, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. En revanche, on connaît bien mieux l'histoire de la tombe de Sainte-Geneviève. Cette tombe, elle est là, toujours offerte à notre dévotion. À 2 pas du Panthéon, sous les voûtes de l'église Saint-Étienne-du-Mont, le souvenir de la sainte nous attend. Autrefois, une châsse contenant des reliques de la sainte patronne de Paris était régulièrement portée en procession à travers les rues. Le reliquaire fut hélas détruit en 1793 et les restes de la sainte brûlés en place de Grève. Le Moniteur, journal révolutionnaire, dans son édition du 15 Brumaire en 2, rapporte ainsi l'événement. Le transit de la patronne des Parisiens s'est opéré avec beaucoup de tranquillité et sans miracle par le comité révolutionnaire de la section de cette sainte docile. Le sarcophage de pierre, qui avait recueilli le corps de Geneviève, échappa à la fureur révolutionnaire. Retrouvé en 1802, il fut transféré en cette église Saint-Étienne-du-Mont et recouvert d'un riche manteau d'orfèvrerie. Que nous reste-t-il de Clovis aujourd'hui? Cette tour, dite Clovis, insérée dans le lycée Henri IV, fut autrefois un clocher. Nous avons devant les yeux le plus ancien vestige des transformations successives de l'église érigée par le premier roi chrétien franc. Clovis n'a pas connu ces pierres, c'est vrai. Mais la base du monument, de style roman, remonte quand même au XIe siècle. Cette tour de 45 mètres de haut dominait alors l'abbaye Sainte-Geneviève. Une abbaye qui n'a pas disparu tout à fait. Les longues galeries, le cloître et quelques bâtiments ont été conservés pour devenir l'un des plus prestigieux lycées de tout l'Hexagone. Au-dessus des arcades se trouvaient les dortoirs des novices. En dessous était aménagée une nécropole où l'on enterrait les moines après une vie d'austérité et de renoncement. La tombe de Sainte-Geneviève et celle de Clovis se trouvaient approximativement sous l'entrée actuelle du lycée. Rêvons un peu. Un jour, des archéologues audacieux et chanceux retrouveront peut-être la tombe du premier roi chrétien franc qui repose en ces lieux depuis 1500 ans. Sur la rive gauche, un enchevêtrement de ruelles conduit au forum, aux thermes et aux arènes, devenus inutiles en ce 5e siècle. Les vestiges romains se dégradent lentement dans l'indifférence générale. En revanche, de nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires se sont élevés sur l'île de la Cité et partout sur les 2 rives du fleuve. Paris se fait chrétienne, et avec ostentation. En 500 ans, la petite ville gallo-romaine est devenue une cité importante et une capitale. Un roi s'est installé sur l'île de la Cité. Lutèce est devenue Paris. Si les empires passent, Paris reste. Clovis a conquis quasiment toute la Gaule, le pays prend forme, ce sera bientôt la France. Ce qui semble une conclusion est au contraire le commencement de temps nouveau, plus inquiétant, mais plus exaltant encore. L'aventure de Paris ne fait que commencer. Demain, c'est Paris que les puissants convoiteront. C'est à Paris que les princes vont s'affronter. C'est à Paris que va s'exprimer la fureur populaire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la ville mérovingienne. Nous assisterons au miracle de Sainte-Geneviève. Nous verrons le sacre de Pépin, la fondation des premières églises et des premières grandes abbayes, en passant par Saint-Germain, Saint-Denis ou Notre-Dame. Et enfin, nous assisterons les Parisiens dans leur résistance face aux Vikings.